Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, lutte anti-djihadiste au Burkina Faso. La classe politique apporte son soutien au gouvernement de transition. Mardi 18 avril, le capitaine Ibrahim Konaté s'est entretenu à ce sujet avec les membres des partis politiques ayant pris part à l'élaboration de la charte de la transition. Madagascar Airlines devient officiellement la compagnie nationale malgache. La compagnie née d'une fusion entre Air Madagascar et Tsaradia compte ouvrir son capital au secteur privé national. Et puis élaboration du plan national pour la mobilité électrique au Kenya. Reconnu comme une référence dans le transport vert en Afrique, le Kenya souhaite que 5% des véhicules en circulation dans le pays soient électriques d'ici 2025. Mais tout d'abord au Soudan, les combats font toujours rage entre l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Après l'annonce de 2 cessez-le-feu qui n'ont au final pas été respectés, les factions rivales ont annoncé ce mercredi 19 avril au soir une nouvelle trêve de 24 heures qui pour l'heure n'a que partiellement été respectée. À Khartoum, plus de 5 millions d'habitants sont toujours privés d'électricité et d'eau courante. Mercredi soir, les habitants de la capitale ont enfin connu une légère accalmie dans les combats. Les deux armées qui ne comptent pas arrêter les combats ont profité de la fragile trêve pour effectuer des mouvements de troupes et envoyer des renforts dans la capitale. Aucune négociation n'est en vue. Les habitants de Khartoum sont donc toujours pris au piège. 39 hôpitaux sur les 59 de la capitale ne sont plus opérationnels. Selon un bilan provisoire, depuis le 15 avril, les affrontements ont déjà tué plus de 270 civils et fait près de 3000 blessés. En Tunisie, le leader du parti islamiste Ennahda, placé sous mandat de dépôt. Rached Ghannouchi, principal opposant au président Kais Saied, a été interpellé le 17 avril après des déclarations dans lesquelles il avait affirmé que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme Ennahda y était éliminé. Son arrestation avait notamment été critiquée par l'Union européenne et les États-Unis. Selon l'avocat Mokhtar Djemaï, Rached Ghannouchi a été placé en détention à l'issue d'un interrogatoire de plus de 9 heures avec pour motif l'incitation à la guerre civile. Dans un communiqué publié ce jeudi 20 avril, Ennahda a rejeté toute intention du chef du parti d'appeler à la guerre civile, dénonçant un emprisonnement injuste. Au Burkina Faso, les partis politiques ont décidé d'apporter leur soutien au gouvernement de transition dans la lutte contre le terrorisme. Par la voix de leur porte-parole Eddy Komboigo, les 4 composantes de la classe politique qui ont pris part à l'élaboration de la charte de la transition ont indiqué que le souhait de la classe politique burkinabé reste la récupération de l'ensemble du territoire. Récupération du territoire national qui garantira ainsi la reprise des activités des partis politiques suspendus depuis le 30 septembre 2022. Joël Ballot. En plus de bénéficier de l'appui du peuple, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le président de transition Ibrahim Traoré, est officiellement soutenu par la classe politique burkinabé. Au cours d'un échange le 18 avril, l'ex-alliance des partis politiques de la majorité, l'ex-chef de file de l'opposition politique Eddy Komboigo, l'ex-opposition non affiliée et les autres partis ont saisi l'occasion pour s'engager aux côtés du président Traoré dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous souhaitons que ce combat puisse aboutir pour que nous récupérions l'ensemble des territoires, réinsérer les populations dans leur localité, tout en leur assurant les services administratifs et sociaux minimums, avec un approvisionnement produit de première nécessité dans des conditions dignes. Cette coalition, selon plusieurs observateurs, est surtout d'ordre stratégique. Depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré, un certain nombre de mesures dont les activités des partis politiques et des organisations de la société civile ont été suspendues. En appuyant le gouvernement de transition actuel, ce sera aussi l'occasion pour la classe sociale politique de reprendre activement ses activités. L'offensive qui a commencé depuis le mois de novembre contre ces groupes armés terroristes les ont amenés donc à changer un peu de cible. Je dirais qu'ils sont aux abois et ça fait qu'ils s'attaquent de plus en plus à des civils désarmés
parce que ce sont les derniers moments de débat en fait. C'est aussi une manière d'interpeller la population, de bander le moral, parce que ça sera dur, mais ça ne sera pas pour longtemps. Les dernières attaques terroristes au Burkina Faso font état de 44 morts dans des attaques à la frontière nigérienne et 51 soldats tués en février dans une autre attaque dans le nord du pays. Pour le président de la transition, Ibrahim Traoré, il est temps de mettre en place de nouvelles stratégies pour réduire au maximum les attaques terroristes. Et sachez que dans cette dynamique, le décret de mobilisation générale est officiellement entré en vigueur ce mercredi après avoir été ratifié par le capitaine Ibrahim Traoré. Le texte prévoit, nous vous le rappelons, la réquisition en cas de besoin des jeunes de 18 ans et plus pour lutter contre le terrorisme. Également dans l'actualité au Cameroun, Marcel Nyat Ndjifendi, 88 ans, reconduit à la tête du Sénat. Au terme d'un vote qui a eu lieu ce mercredi 19 avril au Palais des Congrès à Yaoundé, le sénateur de la région de l'Ouest a obtenu 97 voix contre un seul bulletin nul. Marcel Nyat Ndjifendi, ancien vice-premier ministre, sera assisté d'Aboubakari Abdoulaye au poste de premier vice-président du Sénat. Ils sont en fonction depuis 2013, année de la mise en place de cette chambre haute du Parlement camerounais. Madagascar Airlines, nouvelle compagnie aérienne malgache née de la fusion de Air Madagascar et Tsaradia, compte ouvrir son capital au secteur privé national, en plus de l'augmentation des destinations à desservir. En un an seulement, Madagascar Airlines a franchi les 5 phases obligatoires en matière de réglementation de sécurité et de sûreté grâce à l'expertise de l'aviation civile nationale. Le 17 avril, un plan de restructuration sur 3 ans a été présenté par la direction de la compagnie aérienne. Les détails avec Nathalie Mo. Devenue officiellement compagnie nationale le 17 avril 2023, Madagascar Airlines affiche sa volonté d'instaurer un modèle de gestion efficace. La compagnie aérienne vise un objectif de rentabilité et d'autofinancement d'ici 3 ans au maximum. Madagascar Airlines compte ouvrir son capital au secteur privé national, en plus de l'augmentation des destinations à desservir. Il faut donc gérer et redresser notre compagnie. Et il faut investir notre temps, de l'énergie, mais il ne faut pas aussi hésiter à faire appel à des experts, que ce soit internationaux ou locaux, pour relever notre défi. En un an seulement, Madagascar Airlines a franchi les 5 phases obligatoires en matière de réglementation, de sécurité et de sûreté grâce à l'expertise de l'aviation civile nationale. Le transporteur national est né de la fusion entre Air Madagascar et Tsaradia. Détenteur d'un certificat de transport aérien et d'une licence d'exploitation de l'aviation civile de Madagascar, la compagnie malgache va desservir les 8 principaux aéroports nationaux de la Grande Île. Notre actionnaire n'est pas l'État. Vous savez que notre actionnaire, c'est Air Madagascar. Aujourd'hui, c'est même Madagascar, c'est MGH, c'est Tsaradi, mais ce n'est pas l'État directement. Donc aujourd'hui, le mode de financement n'est pas décidé. Et ce qui est certain, c'est que le partenariat avec Air Austral capitalistique est terminé. Par contre, des alliances commerciales aériennes avec des compagnies de la zone, Air Austral comme les autres, ce sont des possibilités. Madagascar Airlines dispose d'une flotte de 6 aéronefs actuellement destinés au vol intérieur. La compagnie aérienne veut s'ouvrir à 10 nouvelles destinations qui n'ont pas encore été communiquées. La direction de Madagascar Airlines envisage l'acquisition d'un avion de ligne de type Embraer E2 d'ici le 26 juin 2023. Reconnu comme une référence de la mobilité électrique en Afrique de l'Est, le Kenya prévoit de renforcer le potentiel de ce segment avec l'élaboration d'une stratégie nationale. Des startups à l'instar de Basigo, Rome Motors ou encore Ewaka produisent des véhicules électriques ou proposent des solutions adaptées au transport vert grâce à plusieurs facilitations mises en œuvre par le gouvernement. La feuille de route attendue va mieux structurer les activités en vue du développement d'une économie forte et durable basée sur les véhicules électriques. Les détails avec Corinne Kamse.
Dans le cadre de sa stratégie nationale d'efficacité et de conservation énergétique 2020-2025, l'État du Kenya va se doter d'un plan national pour le développement de la mobilité écologique qui vise le développement d'un système de transport propre et vert, formation des conducteurs, accompagnement des gouvernements des différents comtés à la gestion durable de la circulation routière vont être définis dans le plan à venir. Précisons que le gouvernement kényan projette d'augmenter le nombre de véhicules électriques sur ces routes à au moins 104 000, soit 5% de tous les véhicules d'ici 2025. Le gouvernement a donné la priorité à l'adoption de l'immobilité dans le pays pour renforcer la lutte contre le réchauffement climatique. C'est dans ce contexte que le gouvernement s'est engagé à inciter les véhicules de service public, les boda-boda et les transporteurs commerciaux à se convertir aux véhicules électriques. Le leadership technologique incarné par le Kenya a attiré dans ce pays plus de 40 start-up spécialisées dans l'immobilité. L'Alliance africaine de l'immobilité révèle que celles-ci ont levé 52 millions de dollars en financement de capital, un record en Afrique. Pour encadrer cette dynamique, le gouvernement kényan a adopté un ensemble d'outils incitatifs et normatifs. Le projet de loi de finances de 2019 a réduit les droits d'assises sur les véhicules électriques de 20 à 10% et le Bureau des normes du Kenya a élaboré et adopté 24 normes qui s'appliquent aux importations de véhicules électriques. Aussi, l'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole a fixé un taux spécial pour la recharge des véhicules électriques dans un contexte de révision à la hausse des prix de l'électricité. Nous allons travailler à passer à l'immobilité. Nous allons travailler pour changer, pour refaire tous nos outils de mobilité afin de passer à l'énergie électrique. Le plan national de la mobilité électrique du Kenya viendra renforcer la loi de 2016 sur le changement climatique. Ces outils juridiques et d'encadrement vont aider à lever les freins à l'essor du transport vert. Le coût initial élevé de l'acquisition des véhicules électriques, l'insuffisance de l'infrastructure de recharge, ainsi que le défaut d'expertise technique pour l'entretien des véhicules électriques sont encore d'importants obstacles à l'immobilité. La contribution des PME dans la politique d'import-substitution, c'est la thématique du forum économique qui s'est tenu ce mercredi 19 avril dans les locaux de l'ambassade du Cameroun à Paris. Représentants du gouvernement camerounais, opérateurs économiques, jeunes entrepreneurs de la diaspora étaient présents à cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la seconde phase du programme gouvernemental qui vise l'émergence à l'horizon 2035. C'est ainsi que cette rencontre a été axée sur la promotion des opportunités d'affaires sur le sol camerounais. Objectif, séduire la diaspora qui demeure l'un des piliers de l'économie camerounaise, une économie qui cherche à redynamiser ses petites et moyennes entreprises. Écoutons à ce propos Achille Basileki, ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. La structuration, aujourd'hui, de notre stratégie nationale de développement. Pour que vous en saviez davantage au sujet des secteurs prioritaires. Les secteurs prioritaires, il y en a 9 qui ont été identifiés, mais parmi ceux-là qui ont une véritable capacité en termes de poussée, on retient le secteur agroalimentaire, qui est le tout premier et dans lequel, évidemment, aujourd'hui, il s'agit d'inverser en fait la courbe des importations de biens agroalimentaires pour que finalement on puisse donner des opportunités à la production locale de substituer des biens similaires à des biens importés. Ça, c'est le premier champ d'intérêt pour lequel aujourd'hui nous sommes désireux de voir des investissements se multiplier. Le second champ pour lequel aujourd'hui nous pensons qu'il est possible de pouvoir accompagner cette poussée, c'est celui qui porte sur la réalisation des infrastructures en matière parfois de construction. Vous avez dû noter, il y a un développement exponentiel en fait du phénomène urbain et des villes au Cameroun. Et dans le secteur justement de la construction et du logement, il y a de vraies opportunités qui se présentent aujourd'hui. Et quand vous notez le nombre de cimenteries qui se sont multipliées au Cameroun, avec des retours sur investissement assez affinés, et parfois même
la possibilité d'écouler une bonne partie de cette production des cimenteries dans les pays voisins de la CEMAC. C'est vous dire combien le secteur de la transformation, en fait, du logement est également un secteur porteur. Le troisième secteur sur lequel aujourd'hui, et ce n'est pas un secret, c'est celui du numérique. Tous les opérateurs de téléphonie mobile, toutes les applications aujourd'hui qui sont offertes, tout ce que nous voyons comme innovation dans le secteur, eh bien, c'est un secteur qui est un secteur de concentration en termes d'investissement et pour lequel tous ceux-là qui ont des applications, des solutions nouvelles, des solutions innovantes à apporter sont les bienvenus et peuvent effectivement avoir un excellent retour sur investissement. La CAF organisait jusqu'à ce mardi 18 avril au Caire un stage pour les arbitres d'élite du continent. Un stage est destiné à préparer ces derniers à l'approche des quarts de finale des compétitions interclubs de la CAF, à savoir la Ligue des champions CAF Total Énergie et la Coupe de la Confédération qui démarre ce 21 avril. José Douglas. Les quarts de finale de la Ligue des champions ont lieu ce 21 et 22 avril avec les matchs suivants. Vendredi 21 avril à 20h, JS Kabylie Espérance de Tunis. Samedi 22, 14h, Simba SC Wydad de Casablanca. 20h, Al Ahly Raja de Casablanca. Et 20h, c'est Belouizdad contre Mamelodi Sundowns. Les matchs retour étant prévus les 28 et 29 avril. Pour la Coupe de la Confédération, dimanche 23 avril, 15h, Rivers United contre Young Africans. 18h, Monastir ASEC d'Abidjan. 14h, Pyramids Galante. Et à 21h, USM Alger contre Phare de Rabat. Match retour le 29 avril pour la Coupe de la Confédération. Et en raison de la prochaine phase à élimination directe des compétitions interclubs de la CAF, le corps arbitral s'est préparé du 14 au 18 avril 2023 au Caire avec les arbitres de l'élite. Le stage a réuni près de 70 participants. La phase des quarts de finale des compétitions interclubs est très importante. Nous devons préparer les arbitres, non seulement pour les matchs, mais aussi pour la saison à venir. Un programme de 5 jours orienté sur l'amélioration des compétences des officiels de match, en mettant l'accent sur les incidents dans la surface de réparation, la position de hors-jeu, la gestion du jeu, les fautes tactiques et les fautes de main. Nous avons fait des progrès au cours des derniers mois et réduit considérablement les erreurs sur le terrain. C'est une phase de reconstruction pour la CAF et nous devons constamment équiper les officiels. Des séances de VAR et un entraînement sur le terrain avec des simulations étaient aussi au programme. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.